Françoise Fassi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche honoraire à l'INSERM et présidente de l'UNPS, l'Union nationale de prévention du suicide. Est-ce que vous pourriez nous dresser un rapide portrait du suicide en France? Combien de personnes? Qui est concerné? Nous pouvons situer l'ampleur du phénomène du suicide avec aujourd'hui donc plus de 10 300 suicides par an. Ce sont les statistiques de l'année 2010 et il faut évidemment rapporter cet effectif au nombre total de décès qui surviennent par an en France de l'ordre de 539 000. Donc, dans un premier temps, on pourrait dire les décès par suicide sont relativement rares. C'est 2% de l'ensemble des décès annuels en France. Mais pour autant, regardons de plus près et ce qu'on peut observer, c'est que malgré une diminution générale de la mortalité toute cause, on observe certes une diminution des suicides, mais pas à la même hauteur. Et nous avons un phénomène d'une stabilité extrêmement importante depuis de nombreuses années où les suicides ont beaucoup moins diminué que d'autres morts violentes. La France a réussi avec une politique de santé publique forte, dynamique, volontariste. Nous avons réussi à diminuer les accidents de la route. Nous n'avons pas réussi à diminuer pour autant les suicides. Comment peut-on expliquer cette stabilité? Cette stabilité, différents chercheurs, différentes disciplines d'ailleurs d'observation de ces données sont requises et pour avancer bien évidemment des hypothèses. Est-ce que, comme certains philosophes, Didier Mars, il n'y a pas très longtemps, avait avancé l'hypothèse que toute communauté, toute société finalement avait une part irréductible de personnes qui finalement s'excluaient ou abandonnaient en quelque sorte le reste de leurs concitoyens ou de la population. D'autres ont plus avancé des hypothèses en termes de psychologie ou de psychiatrie même, en disant il y a des vulnérabilités psychiques, des vulnérabilités qui peuvent être inhérentes à certaines personnalités ou même certaines structures. Des généticiens ont également avancé des hypothèses en termes aujourd'hui d'épigénétique, c'est-à-dire des gènes qui pourraient être plus facilités dans leur expression par certains environnements. Enfin, des sociologues ont également avancé des hypothèses, c'est Christian Baudelot, bien après Durkheim, qui ont avancé les hypothèses d'isolement, d'anomie sociale, c'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus l'environnement qui va, en quelque sorte, faciliter des passages à l'acte de retrait de certaines personnes par rapport à la société ou par rapport à des environnements particuliers. Poursuivons cet état des lieux. Qui est concerné? Des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes plus âgées? Alors là aussi, nous sommes dans une très grande stabilité. Nous pouvons avoir aujourd'hui vraiment du recul sur une cinquantaine d'années. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder les 20 dernières, 90-2010, donc grande stabilité par rapport à la surmortalité masculine. Il y a 3 fois plus d'hommes que de femmes qui sont concernés par les décès par suicide. C'est exactement l'inverse sur les tentatives de suicide, c'est-à-dire les conduites suicidaires, mais qui n'arrivent pas, je dirais, au risque de létalité. Les hommes, donc par rapport aux femmes, nous avons, je dirais, 3 grandes catégories d'âge concernées, les jeunes, les âges moyens, les aînés. Pour les jeunes, nous observons une diminution très importante, plus d'un tiers en une vingtaine d'années. Et là, on peut vraiment le mettre au crédit des actions de prévention qui ont été menées spécifiquement
en direction des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes, avec des actions de prévention qui ont considéré l'ensemble des conduites à risque, donc pas seulement le suicide, mais également les accidents, les prises de risques qui peuvent être liées à des conduites addictives, comme des prises d'alcool, des prises de drogues illicites. Sur les populations plus âgées, au niveau des aînés, là aussi, on observe pour les plus de 65 ans une nette diminution de la mortalité. Si pour autant on globalise en quelque sorte ces données. On a quand même certaines distinctions pour les aînés, notamment avec les EHPAD, les établissements hospitaliers ou d'hébergement, où là, nous avons, sur certaines données partielles, des diminutions moins importantes, voire des augmentations. Donc l'attention qu'on doit porter aux aînés est extrêmement à mobiliser parce qu'au niveau des effectifs, c'est quand même plus de 3000 décès par an liés à des conduites suicidaires. Et puis, j'en reviens aux âges moyens. Et là, sur les âges moyens de la vie, 40-55 ans à peu près, on a des augmentations de décès par suicide. Et plus nettement chez les hommes que chez les femmes, mais quand même aussi chez les femmes. Et là, bien évidemment, les corrélations avec les crises de société que nous connaissons, tant sur un plan familial que sur un plan professionnel, ces crises sont à évoquer de façon extrêmement nette par rapport à ces augmentations ou tout du moins ces non-diminutions par rapport aux autres tranches d'âge. Si on comparait la France à d'autres pays, aux pays européens, mais peut-être à d'autres pays dans le monde, est-ce qu'on est très différent? On est à la fois, je dirais, semblable aux pays d'Europe de l'Ouest, tout en étant quand même dans les pays les plus concernés par les taux de mortalité par suicide élevés, après la Finlande. Nous conservons depuis de nombreuses années des taux élevés de mortalité par suicide. Et nous avons également une autre particularité, notamment par rapport à l'Amérique du Nord et au Canada précisément, c'est des taux qui augmentent très nettement chez les personnes âgées. Alors que, par exemple, au Canada, nous avons une courbe des taux de mortalité par suicide qui chute très nettement après les âges moyens aux âges avancés de la vie, la France a des taux qui continuent à monter. Et là, c'est une particularité, et je dirais que deux particularités pour nous qui sont chez les jeunes, une mortalité qui demeure relativement importante, puisque c'est ou la première ou la deuxième cause de mortalité après les accidents, pour les jeunes avant 25 ans, et pour les personnes âgées, donc ces taux qui demeurent très très importants, et notamment chez les hommes de plus de 75 ans. Y a-t-il une grande différence entre le suicide lui-même et les tentatives de suicide? Oui, il y a énormément de différences. Déjà en effectif, je vous donnais 10 300 pour 2010 en termes de décès par suicide. On est en estimation autour plutôt de 200 000 tentatives de suicide par an. Je vous disais déjà aussi que la grande différence, c'est le sexe, c'est-à-dire que les hommes sont beaucoup plus concernés par les décès par suicide, et ce sont les femmes qui sont beaucoup plus concernées, dans la même proportion mais inversée, par les tentatives de suicide. Et également, nous avons des répartitions très différentes suivant les âges. Je vous disais que les effectifs pour les personnes âgées, c'est de l'ordre de 3000 décès par suicide, et on n'est pas du tout dans les mêmes proportions pour les tentatives de suicide qui concernent beaucoup plus des jeunes et des âges moyens. Est-ce que ça signifie que quelqu'un qui est tenté par le suicide ne recherche pas forcément la mort? Est-ce que c'est un appel? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors tout à fait, et je crois que les cliniciens et les professionnels de la psychopathologie ont bien montré que toute tentative de suicide ne peut pas être assimilée
à un suicide, je dirais, non abouti pour des raisons extérieures à la volonté de la personne ou aux moyens qui peuvent être utilisés. Les tentatives de suicide concernent des populations qui sont vraiment différentes. J'ai beaucoup insisté sur les données sociales, âge et sexe, mais on pourrait également insister sur les données de psychopathologie ou les données psychologiques qui montrent bien que des tentatives de suicide à l'adolescence ne peuvent pas être assimilées à des suicides ou des processus suicidaires qui peuvent être repérés, analysés dans d'autres contextes, et notamment par rapport à l'âge et par rapport au contexte familial, social, voire professionnel. Et là, bien évidemment, sur les tentatives de suicide, il y a eu énormément d'études qui ont montré qu'à l'adolescence, par exemple, travailler sur l'estime de soi, améliorer les compétences psychosociales, redonner un certain nombre d'éléments de confiance, d'assurance et de liens sociaux pouvaient être extrêmement bénéfiques par rapport à une reprise en main, je dirais, d'envie de vie et d'envie d'inscription dans un champ social et dans un champ d'activité tout à fait épanouissant pour les personnes. Le suicide a été déclaré grande cause nationale en 1998. Il y a déjà eu 2 programmes de prévention de prévention du suicide. Qu'est-ce qui a été fait concrètement ? Le grand programme, c'était 2000 et nous sommes aujourd'hui dans un nouveau programme 2011-2014. Et la grande nouveauté, je dirais, c'est qu'on a de l'interministériel aujourd'hui. Le premier programme, il était uniquement porté par le ministère de la Santé. Aujourd'hui, le programme d'action contre le suicide, il est porté par la santé, les affaires sociales et la santé, mais ont co-signé ce programme le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère des Transports et le ministère du Travail. Donc je crois que nous sommes dans une alliance qui est plus forte. Très concrètement, quelles sont ces stratégies de lutte ? Les stratégies de lutte, c'est déjà pour l'UNPS, est à l'écoute des associations de familles, est vraiment un accompagnateur des évolutions de ces familles, de ces parents qui des fois sont perdus par rapport aux nouveaux modèles éducatifs ou par rapport aux nouveaux questionnements des adolescents, des jeunes adultes. Nous avons des associations qui représentent à l'UNPS ces familles et ces associations vont développer des groupes d'entraide, des lieux d'écoute. Et ces lieux d'écoute peuvent utiliser les territoires numériques. Autre action, avec nos associations qui sont plus ciblées, entre guillemets, sur des segments de population comme les personnes âgées. Au niveau des personnes âgées, des actions d'accompagnement avec les professionnels qui sont dans les établissements d'hébergement, qui sont dans les cellules, ce qu'on appelle les clics, les cellules de liaison pour faire du lien, encore une fois, entre des personnes vulnérables, comme les personnes âgées, leurs familles, les aidants naturels et les professionnels. Beaucoup de proches de personnes qui ont fait des tentatives de suicide disent ne rien avoir vu venir. La difficulté, c'est ça, c'est l'accompagnement, c'est le suivi de ces personnes. À l'INSERM, les épidémiologistes ont montré depuis très longtemps que le suicide n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est rarissime, vraiment rarissime, d'observer, d'analyser un phénomène suicidaire sans qu'il y ait eu aucun signe qui ait pu être décrypté, etc. Par contre, que les entourages, les proches puissent effectivement ne pas avoir repéré, ne pas avoir compris le sens d'un certain nombre de difficultés qui pouvaient être exprimées de façon extrêmement diverse. Une personne âgée qui mange de moins en moins bien, une personne âgée qui est en retrait et qui va être dans un mutisme
eh bien, comment analyser? Il y a énormément de signes qui ne vont pas être spécifiques du suicide. Et il est évident que pour des entourages, pour des proches, même au quotidien, eh bien, il y a des signes qui ne pourront pas, il me semble, être complètement imputables à un risque suicidaire. D'où l'intérêt de mieux diffuser aujourd'hui par des formations, des sensibilisations, ces formations à la crise suicidaire. Comment repérer un enchaînement de signes, un enchaînement de difficultés, et à ce moment-là, appeler, faire venir autour de la personne dont on pense qu'elle est en risque, faire intervenir plusieurs personnes et plusieurs compétences surtout. Ne pas rester seul. Et ces difficultés, je pense qu'aujourd'hui les familles ont beaucoup mieux pris la mesure des risques et du coup vont beaucoup plus en consultation. Je parlais tout à l'heure des groupes de parole, des parents. Il y a eu un certain nombre d'équipes de psychologues et de travailleurs sociaux qui ont monté autour des maisons des adolescents ces groupes qui permettent à des parents de venir exprimer leurs difficultés. On peut avoir, par le conseil général, par la commune ou la ville ou même le réseau de communes dans lequel on peut se trouver, avoir des informations sur les associations qui existent, qui peuvent être contactées et qui peuvent même être rencontrées. Et puis le troisième niveau, c'est le niveau plus spécialisé. Alors là, je dirais sur un plan sanitaire, c'est bien sûr le médecin généraliste, c'est le service des urgences de l'hôpital de proximité, et puis ce sont les services dédiés, comme les services de psychiatrie, avec également les services sociaux qui peuvent être contactés pour aider ces familles. Mais surtout, ne pas rester seul, ne pas banaliser, ne pas dramatiser. Françoise Fassi, merci. Merci.